Bonjour à tous, enchanté. Donc, je m'appelle Olivier Rabian, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Je suis basé à Paris et j'ai accompagné et j'accompagne un certain nombre de mes clients qui ont souhaité ou souhaitent s'expatrier au Portugal. Et donc, dans ce cadre, il y a un certain nombre de réflexions à avoir, un certain nombre de points de vigilance à avoir, et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Si vous avez, donc je vais présenter, mais si ça peut être interactif, c'est mieux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, et puis on pourra y répondre, y compris échanger, puisqu'on n'est pas nombreux. Donc aujourd'hui, je vais particulièrement insister sur trois points. Donc faire un rapide explicatif de la fin du régime de faveur RNH et du nouveau régime qui a été mis en place pour le remplacer, qui est plus favorable sur l'aspect fiscal, mais plus difficile, il est plus difficile d'en bénéficier. Un point sur les aspects civils et fiscaux à prendre en compte si vous décidez de vous expatrier au Portugal. Il y a un certain nombre de points de vigilance à avoir pour pas tomber dans des pièges. Et enfin, les conséquences à tirer de ces points en matière d'organisation patrimoniale. Comme vous avez dû tous le voir, auparavant, il y avait au Portugal un régime fiscal de faveur qui s'appelait le RNH, qui a été aboli en fin d'année dernière. Donc, pour les personnes qui en bénéficiaient avant, bah, il n'y a rien qui change, elles continuent d'en bénéficier. Mais pour les personnes qui veulent s'expatrier aujourd'hui et demain au Portugal, ce régime n'existe plus. En revanche, il y a un nouveau régime qui a été créé qui s'appelle Régime d'incitation fiscale à la recherche scientifique et à l'innovation. La condition pour en bénéficier, c'est de ne pas avoir été résident fiscal portugais au cours des 5 dernières années, donc de s'expatrier maintenant au Portugal, de devenir résident fiscal portugais et surtout de travailler dans certains domaines spécifiques qui ont été choisis, arrêtés par le gouvernement portugais. C'est des domaines qui peuvent être quand même un peu plus larges que l'intitulé du régime. Mais globalement, il faut travailler plutôt dans des domaines scientifiques, dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans des entreprises qui sont dans le domaine de l'investissement productif, dans la recherche et développement, dans certaines entreprises en phase de démarrage qui rentrent dans des plans gouvernementaux, dans certains types d'activités économiques. Finalement, il faut rentrer en fait dans des entreprises qui auraient qui seraient inscrits dans des dispositifs d'État portugais visant à soutenir le développement d'entreprises, l'innovation, ce genre de choses. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'auparavant, le régime RNH, il bénéficiait aux retraités et aujourd'hui, c'est plus le cas du tout. Donc, quelqu'un qui serait à la retraite ou serait prochainement à la retraite et qui voudrait s'expatrier au Portugal, il n'y a plus aucun avantage fiscaux pour lui. Par contre, pour des gens qui sont actifs et qui travaillent dans certains domaines spécifiques, à regarder au cas par cas, bah, vous pourriez bénéficier de ce régime de faveur. Ce régime de faveur, il est intéressant parce qu'il dure 10 ans et pendant 10 ans, il permet d'être imposé au Portugal sur vos revenus de source portugaise à un taux forfaitaire de 20% au lieu d'un barème progressif qui est beaucoup plus pénalisant que le barème français. Et il permet surtout d'être exonéré d'impôts au Portugal sur les revenus de source étrangère. C'est-à-dire que si vous avez des intérêts ou des dividendes qui viennent de la France ou d'autres pays, bah, il n'y a pas d'impôt là-dessus au Portugal. Si vous faites des plus-values en France, il n'y a pas d'impôt là-dessus au Portugal. Et donc, il peut y avoir des stratégies extrêmement avantageuses. Quand on rentre pas dans ce régime de faveur, eh bien, il faut savoir que la fiscalité portugaise, elle n'est pas forcément favorable par rapport à la fiscalité française. Donc, s'expatrier au Portugal, ça peut avoir bien sûr tout un tas d'intérêts pour la qualité de vie, pour tous les avantages qu'offre le pays. Mais en termes de fiscalité, la fiscalité portugaise est plutôt plus lourde que la fiscalité française. Donc là, je vous ai mis à l'écran un comparatif entre le barème d'impôt sur le revenu français à droite et le barème d'impôt sur le revenu portugais à gauche. Ce qu'on voit, c'est qu'au Portugal, on monte bien plus vite dans les tranches. À partir de 20 000 euros de revenus, on est déjà à peu près dans une tranche marginale à 30%. Et à partir de 40 000 euros de revenus,
eh ben, on est dans une tranche à 45%. En France, pour être dans une tranche à 45%, eh bien, il faut gagner plus de 160 000 euros. Se dire on va partir au Portugal pour payer moins d'impôts, que ce soit sur sa retraite ou sur des revenus du travail, c'est pas forcément un bon calcul. Pour tout ce qui est revenu du patrimoine, impôt sur les dividendes, impôt sur les intérêts, impôt sur les plus-values, la fiscalité au Portugal, elle va être à peu près la même qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on a une flat tax de 30%. Au Portugal, ces gains vont être imposés à 28%. Donc, c'est quasiment identique. Pour ce qui est des revenus qu'on pourrait avoir d'un patrimoine locatif, il faut savoir que si vous vous expatriez au Portugal, mais que vos biens sont en France, vos loyers vont toujours être taxés en France. Et ils vont être taxés à un taux qui va être plutôt plus favorable que quand vous étiez résident fiscal français, puisque les loyers de source française vont être imposés en France à 27 ou à 37% selon les montants que vous percevez. Quand vous avez des biens locatifs au Portugal, il y a un tas de cases fiscales différentes, donc il faut vraiment regarder au cas par cas. Ça dépend de si vous louez sur de la location longue durée, si vous louez sur de la location touristique. Si on loue sur de la location longue durée, plus le bail est long, moins on va être imposé. Donc là, il faut regarder au cas par cas. Enfin, au Portugal, il n'y a pas d'impôt sur la fortune immobilière comme il peut y avoir en France, mais il y a un impôt qui, pour moi, s'en rapproche. C'est un impôt foncier, en fait, qui fait que concrètement, si vous détenez des biens immobiliers au Portugal, vous allez être imposé à cet impôt foncier qui est calculé sur la base de la valeur du bien. Donc ça revient, c'est un peu le même schéma que l'IFI, même si ce n'est pas un impôt sur la fortune. Et en termes de montant, bah, c'est pareil, on monte plus rapidement dans les tranches que pour l'IFI. Et il faut savoir que si vous conservez des biens immobiliers en France, eh bien, vous continuez d'être imposé à l'impôt sur la fortune immobilière en France sur les biens que vous détenez. Enfin, pour terminer le tour d'horizon, le Portugal a quand même un gros avantage, c'est sur les droits de succession. Au Portugal, il n'y a aucun droit de succession pour les successions en ligne directe. Là où en France, comme vous devez le savoir, on peut transmettre 100 000 euros par enfant tous les 15 ans en franchise de droit, mais au-delà de ça, on monte assez rapidement dans les tranches. On va être imposé à 20% jusqu'à 550 000 euros par bénéficiaire, 30% au-delà jusqu'à 900 000 et 40% ensuite, et jusqu'à 45%. Donc voilà un peu pour le tableau comparatif entre la France et le Portugal. Si on regarde uniquement les aspects fiscaux, finalement, le seul avantage du Portugal, c'est cette exonération de droits de succession, ou c'est de pouvoir bénéficier de ce régime de faveur qui permet d'avoir un impôt plafonné à 20% sur les revenus et une exonération des revenus de sources étrangères. Quand on s'expatrie, il y a différents points de vigilance à avoir. Le premier, c'est qu'il ne suffit pas d'aller habiter au Portugal pour être considéré comme résident fiscal portugais. Quand vous êtes français, la France va chercher à vous taxer tout le temps, quel que soit votre lieu de résidence. Pour savoir si vous êtes vraiment résident fiscal portugais et pas résident fiscal français, il faut regarder la convention bilatérale entre les deux pays qui établit des critères successifs pour voir de quel pays on est résident. Le premier critère, c'est où est votre foyer d'habitation permanent. En gros, où est votre résidence principale, où sont vos enfants, où sont scolarisés vos enfants, etc. Si jamais vous ne gardez pas de pied-à-terre en France, que votre seul pied-à-terre est au Portugal, de fait, votre foyer d'habitation permanent va être au Portugal et donc il n'y a pas débat, ça s'arrête là. Si jamais vous partez au Portugal mais vous gardez un pied-à-terre en France, là, on va regarder un second critère qui va être où est le centre de vos intérêts vitaux. Concrètement, c'est dans quel pays se situe la majorité de vos revenus, où est votre famille. Et donc là, ça peut être un peu plus complexe de déterminer la résidence fiscale. Et donc, si on veut vraiment échapper à la fiscalité française pour devenir résident fiscal portugais, le meilleur moyen, c'est de ne pas garder de pied-à-terre en France. Deuxième point de vigilance à avoir, c'est que partir au Portugal pour éviter de payer des droits de succession, c'est pas forcément un bon calcul, parce que c'est pas parce que vous êtes au Portugal
que vos héritiers n'auront pas de droit de succession. Si vous, vous êtes au Portugal, mais que vos héritiers sont en France, tous vos biens mondiaux seront taxés en France au droit de succession. Si vous êtes au Portugal, que vos enfants sont à l'étranger, hors de France, dans un autre pays, peu importe, mais que vous avez quand même des biens en France, de l'immobilier en France, des comptes bancaires en France, tous les biens que vous avez en France seront taxés au droit de succession en France. Donc certes, il n'y a pas de droit de succession au Portugal, mais il faut pousser un peu plus la réflexion et organiser les choses efficacement en prenant en compte que peut-être que vos héritiers ne seront pas au Portugal au moment de votre décès et que peut-être donc il faut quand même prendre des mesures pour anticiper ces droits de succession parce que la France nous rattrape toujours. Enfin, il y a des précautions à prendre sur le plan civil quand on s'expatrie. C'est de s'assurer que tout ce qui est contrat de mariage, régime matrimonial, testament, euh, soit, fasse bien appel aux droits dont on souhaite qu'il fasse appel. C'est-à-dire, si on souhaite que le régime matrimonial français s'applique, si on souhaite que les lois de successorale françaises avec la réserve héréditaire française s'appliquent, eh bien, il faut prendre le temps de faire un testament pour spécifier qu'on souhaite que ce soit le droit français ou le droit de tel pays qui s'applique. Enfin, on me pose souvent des questions sur l'affiliation à la sécurité sociale. Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de la sécurité sociale si je m'expatrie? Donc, il faut savoir que si vous êtes retraité et que vous partez habiter au Portugal, vous resterez affilié à la sécurité sociale française, il n'y a pas de question. En revanche, si vous êtes encore actif et que vous partez au Portugal, dans ce cas-là, vous serez affilié au régime portugais et plus au régime français. Quand on s'expatrie, on a toujours la possibilité de cotiser à la Caisse des Français de l'étranger pour maintenir ses droits en France, tant du point de vue de la retraite que du point de vue de la sécurité sociale. Donc, voilà en introduction ce que je voulais vous dire sur les comparatifs France-Portugal. Maintenant, les questions qui déroulent de ça, c'est comment organiser son patrimoine par rapport à ça. La première question généralement qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de son patrimoine immobilier? Est-ce que je le conserve comme pied-à-terre? Est-ce que je le vends? Est-ce que je le mets en location, nu ou meublé? Par rapport à ça, quelques éléments de réflexion. Donc la première, comme je disais tout à l'heure, si vous souhaitez absolument être considéré comme résident fiscal portugais, le plus simple, c'est de ne pas conserver de pied-à-terre en France. Un pied-à-terre, c'est une résidence dans laquelle vous avez accès à tout moment pour y habiter. Au-delà de ça, moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je pense qu'il faut appréhender l'immobilier en matière de rendement net. C'est-à-dire que l'immobilier, quand on a un bien qui vaut 300 000, 400 000, 600 000 euros, finalement, c'est un montant de patrimoine immobilisé dans un bien. La question, c'est qu'est-ce que rapporte ce bien? Après impôt, sachant que dans l'immobilier, il y a quand même beaucoup d'impôts. Vous avez l'impôt sur la fortune immobilière, les taxes foncières, l'impôt sur les revenus fonciers qui peut être lourd. Et finalement, en termes de rendement net, bah, est-ce que c'est satisfaisant? Est-ce que j'emploie bien ces capitaux qui sont immobilisés par rapport à d'autres solutions que je pourrais avoir par ailleurs? Et donc ça, c'est à voir au cas par cas, au-delà des aspects affectifs qu'on peut avoir pour l'immobilier. Ce qui est sûr, c'est que quand on s'expatrie, il y a quelques points qu'il faut avoir en tête. Donc la première, c'est que vous savez qu'en France, quand on vend sa résidence principale, on est exonéré d'impôt sur la plus-value. Cette exonération d'impôt sur la plus-value, vous pouvez toujours en bénéficier une fois que vous êtes expatrié jusqu'au 31 décembre de l'année suivant votre expatriation. La condition, c'est qu'il ne faut pas que votre ancienne résidence principale ait été mise en location entre-temps. Ensuite, vous avez, en tant que non-résident, un abattement spécifique qui permet de vendre un autre bien que la résidence principale et de bénéficier d'une exonération spécifique d'un abattement de 150 000 euros sur la plus-value pour un autre bien que la résidence principale. Et ça, il n'y a que les non-résidents qui ont ça, donc ça peut être une incitation à vendre votre immobilier dans de bonnes conditions. Quand on part au Portugal, qu'on conserve des biens, il faut savoir que les résidences secondaires ont une majoration de la taxe foncière de 40%. Et enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se rappeler qu'un patrimoine détenu en France reste imposé en France pour ce qui concerne l'immobilier.
En termes de placement financier, maintenant, quand on part au Portugal ou dans un autre pays, l'ensemble des livrets bancaires, comptes bancaires peuvent être conservés en France. Il y a simplement deux placements que vous devez clôturer, c'est les livrets d'épargne populaire et les livrets de développement durable. Les PEA, en fait, on peut conserver tous ces placements. En gros, il y a juste quelques incidences sur la fiscalité, par exemple le plan épargne-action. Si vous êtes situé au Portugal, même si, il n'y a pas d'impôt sur les plus-values en France dans le cadre du plan épargne-action, vous allez être taxé à la plus-value au Portugal. Mais globalement, il n'y a aucune restriction sur Il n'y a pas à fermer des placements en France parce qu'on part au Portugal. En revanche, quand on s'expatrie, il y a certaines enveloppes de placement qui peuvent être plus avantageuses que d'autres. Et pour moi, dans le cadre d'un départ au Portugal, l'enveloppe de placement la plus intéressante, c'est l'assurance vie. Donc, je vais rappeler un peu ce qu'est l'assurance vie et pourquoi, dans le cas d'une expatriation au Portugal, c'est, à mon sens, l'enveloppe de placement à privilégier. Donc, d'abord, l'assurance vie, c'est simplement une enveloppe de placement euh, au sein de laquelle les sommes qu'on place sont disponibles à tout instant. Il n'y a aucun blocage, on peut faire des retraits quand on veut. Tant qu'on laisse les sommes placées à l'intérieur de l'enveloppe, eh bien, il n'y a aucun impôt sur les gains. Du coup, ça permet de capitaliser sur son patrimoine sans qu'il y ait de frottement fiscal. Ensuite, l'enveloppe assurance vie, c'est un outil de transmission très intéressant parce que si jamais vos héritiers sont en France au moment de votre décès, ça permet de leur transmettre les sommes euh, avec une exonération de 152 000 euros par bénéficiaire en plus des abattements classiques et d'avoir des droits de succession plafonnés parce que c'est une règle spécifique qui s'applique à l'assurance vie. Enfin, quand on va habiter au Portugal, eh bien, c'est l'enveloppe qui a la fiscalité sur les gains la plus avantageuse après 8 ans. Donc, je disais tout à l'heure qu'au Portugal, les plus-values et les intérêts sont imposés au taux de 28%. Eh bien, à travers l'assurance vie, quand on respecte quelques conditions qui sont assez simples, c'est-à-dire il faut que la majorité du capital versé dans l'assurance vie l'ait été pendant la première moitié de la durée de vie du contrat. Après 8 ans, on peut avoir une imposition très faible de 11,2% sur les gains. Donc, au lieu d'être imposé à 28% sur les plus-values qu'on fait, quand c'est dans le cadre de l'assurance vie et qu'on fait un retrait, on divise plus que l'imposition par deux, on va être imposé à 11%. Donc, fiscalement, c'est le meilleur moyen de limiter sa fiscalité pour moi au Portugal. En général, quand on s'expatrie, on conseille de privilégier des Excuse-moi de contrats. t'interrompre, Olivier. Quand tu Oui. parles de l'assurance vie, en fait, c'est des revenus de sources étrangères. Donc, comment est-ce possible que l'État portugais impose un revenu de source étrangère? Ou il y a quelque chose que je n'ai pas suivi? Bah, si on est résident fiscal portugais, qu'on n'est pas dans le régime Ah, euh, c'est dans le cas, si on n'est pas dans le cadre du RNH, c'est ça que tu veux tout dire? à fait, Ah, tout ok. à fait. Eh bien, ce qui va être enfin, en fait, ce qui va être le cas de la plupart des personnes qui vont s'expatrier aujourd'hui. Eh bien, donc, si on n'est pas dans le cadre RNH, euh, par défaut, on est imposé à 28% sur les plus-values. Si on détient son patrimoine dans l'assurance vie, qu'on fait des retraits et qu'il y a des gains, bah si le contrat a plus de 8 ans, on va descendre à une fiscalité de 11%. J'ai Donc compris. ça, c'est hyper intéressant pour ceux qui ne peuvent pas bénéficier du RNH d'une part, et pour ceux qui vont sortir du RNH, c'est-à-dire pour ceux qui vont arriver à la fin des 10 ans et retomber, à un moment, on retombe toujours, il y a un moment où on a fini les 10 ans, forcément, et donc il faut anticiper ça au mieux pour se projeter sur la fin, et ce type de contrat permet de continuer de bénéficier d'une fiscalité favorable, voilà, sur les gains. Voilà, ça répond à ta question, Rachel? Oui, oui, parce que j'avais un doute, tu vois. Non, Ok. non, très bien. Voilà. Et donc, dans l'assurance vie, on choisit des contrats de droit luxembourgeois pour différentes raisons. Donc, d'abord, c'est pour l'aspect sécurité.
Les contrats luxembourgeois offrent les meilleures garanties sur les fonds dans le cadre d'une crise systémique, si jamais ça arrivait. Il n'y a pas meilleure place financière et plus sûre place financière que le Luxembourg. Il y a un système de triangle de sécurité qui fait que les avoirs sont particulièrement bien protégés, beaucoup mieux qu'en France, où les sommes sont dans les comptes de l'assureur et où si un assureur venait à faire faillite, vous auriez vraiment du mal à récupérer votre argent. Sur les contrats luxembourgeois, il n'y a pas de fiscalité propre. Donc la fiscalité qui s'applique à chaque fois, c'est celle du lieu où vous habitez, de votre lieu de résidence. Donc demain, vous êtes résident fiscal portugais, c'est la fiscalité portugaise que j'ai décrit qui s'applique. Vous revenez en France, c'est la fiscalité française, comme si vous aviez un contrat français. Vous partez en Espagne, c'est la fiscalité espagnole. Donc ça, c'est un avantage de ne pas être bloqué avec un pays donné. Comme on l'a dit en matière de transmission, si vos héritiers sont en France, ça permet d'offrir à vos héritiers les mêmes avantages que dans une assurance vie française. Et enfin, le contrat luxembourgeois, ça offre tout un tas de choix en termes de gestion, de possibilités de gestion, puisque au sein d'un contrat luxembourgeois, on peut avoir du private equity, des actions en direct, des obligations, des placements plus ou moins risqués, mais on peut faire le même panel de choix de placement que dans le cadre d'investissement en direct. Donc, ça combine en fait des choix de placement qui permettent de faire travailler son argent en fonction des objectifs qu'on peut avoir, donc de mettre son argent au service de ces objectifs sans être limité par les possibilités d'investissement, à un cadre fiscal favorable, tant au Portugal qu'en termes de transmission à terme. Un dernier mot et j'en aurai terminé. Si vous projetez de vous expatrier au Portugal, d'acheter un bien immobilier au Portugal, ça peut être intéressant de vous poser la question du financement de ce bien avant de partir. Parce que quand vous êtes résident fiscal français, auprès de certaines banques, on peut obtenir des conditions d'emprunt similaires à celles que vous auriez si vous achetiez un bien en France, donc c'est-à-dire des durées 20-25 ans, des taux fixes. Alors que quand vous serez au Portugal, si vous voulez emprunter auprès de banques portugaises, il faudra un apport plus conséquent, ce sera des taux variables et donc ce sera moins avantageux en termes de conditions.